Salam alaikum, Azul, bonsoir. Blocage, le maître mot. Le mot qui définit le mieux la situation actuelle en Algérie. Tous les centres névralgiques du régime semblent être bloqués, littéralement inefficients. Même les habituels relais du régime, médiatiques, partisans, clientèle en toutes sortes, semblent s'être dissous dans la nature. C'est une situation jamais observée en Algérie, pas même pendant les crises les plus aiguës. Presque plus personne ne communique sur l'état de santé d'un président qui est aux abonnés absents depuis plus de 40 jours. Et quand c'est le cas, ce sont des informations contradictoires ou qui ne veulent rien dire. Un banal conseiller à la présidence nous fait savoir qu'il a appris par le fils du même président que celui-ci commence à réagir positivement au traitement, alors qu'un communiqué de la présidence nous avait appris il y a quelques jours que selon son staff médical, le président Tebboune a achevé le protocole de soins prescrits et qu'il subit des examens médicaux post-protocole. En termes plus clairs, qu'il serait donc en convalescence. Blocage de la procédure de promulgation de l'amendement constitutionnel. Blocage de toutes les nominations par décret, y compris celles qui procèdent à des remplacements. Blocage aussi à l'international, où l'absence de l'Algérie dans le dossier libyen, par exemple, et entre autres, est plus que remarquée. Blocage sur la réaction très attendue, après la suspension par les Émirats de l'octroi des visas aux Algériens. Rien, aucune nouvelle. Une absence de réaction qui a beaucoup étonné, voire choqué, les Algériens qui avaient été habitués jusque-là au sacro-saint et immédiat principe de réciprocité dans ce genre de situation. Or, jusqu'à présent, aucune réaction des autorités algériennes. Blocage dans la prise en charge de la pandémie Covid, qui semble avoir atteint des seuils très alarmants, très inquiétants. Hôpitaux saturés, personnel médical et paramédical dépassé, manque hurlant de moyens et aussi des statistiques officielles très loin de la réalité. Blocage dans la vie courante des citoyens, où la bureaucratie n'a jamais été aussi tracassière, où le simple fait de retirer le montant de sa pension de retraite est devenu problématique. Blocage dans le vrai sens du mot de la liberté. Flicage intensif, présence policière abusive sur la voie publique, pléthore de barrages routiers. Et dans cette ambiance délétère, à couper au couteau, une absence totale de vraies informations, ce qui a tout naturellement provoqué une explosion de rumeurs en tout genre sur l'état de santé du président, sur l'absence remarquée du chef d'état-major, dont on ne sait plus où il est, s'il est vrai qu'il est malade, s'il est vrai qu'il est à l'étranger, sur une guerre de clans qui ferait rage au cœur du régime, sur le commencement d'un casting au sein du même régime pour choisir qui devra remplacer Tebboune, dont le retour semble être définitivement écarté. Étrange et inquiétante situation qui laisse imaginer ce moment décisif dans la vie des bateaux, ce moment des rats qui quittent tous ensemble le navire au moment fatidique.
En d'autres termes, le hogra produit le harga. La politique algérienne est caractérisée par de la corruption, un système économique et politique illégitime et non méritocratique. Certains interviewés dans différentes sources qualifient le système algérien de médiocratie ou encore de voyoucratie. Les dirigeants même fuient le système qu'ils ont mis en place en envoyant leurs enfants étudier en Europe ou aller se soigner dans des hôpitaux européens. Alors, il existe un lien entre émigration et action protestataire. Celui-ci est illustré grâce au modèle EVL d'Albert Hirschman. EVL pour Exit, Voice, Loyalty. C'est un modèle qui n'est pas bien compliqué. En fait, il y a l'exit et le voice. Selon la théorie, l'option voice est celle qui devrait être privilégiée dans les contextes politiques et l'option exit est choisie lorsque le voice semble trop coûteuse. Alors vous l'aurez deviné, voice est l'action de protester ou de communiquer son désaccord pour remédier à la situation et exit est l'action de quitter. L'expression « yakulni el-hout » ou « ma yakulni shel-doud » est extrêmement évocatrice dans la situation. « Hout » c'est la traduction de poisson et « doud » c'est la traduction de ver. Donc cette expression veut dire « je préfère me faire manger par un poisson en faisant référence au danger de la mer plutôt que de me faire manger par les vers en faisant référence à une mort lente due à la stagnation socio-économique et politique dans le pays. » À cause de la décennie noire, période de guerre civile, le peuple n'avait aucun moyen de faire entendre sa voix, voice, des années durant. En effet, bien que le pays se dise démocratique, le système de scrutin n'est pas particulièrement fiable et les manifestations sont interdites. L'exit est donc la seule option possible pour imaginer un futur correct. Les productions artistiques en traitant sont nombreuses, comme la chanson en trame de fond. Pas de la même manière qu'en traversant un océan, mais de produire cette capsule m'a fait voyager à travers mes origines et me questionner sur ce que je serais devenue si moi aussi j'étais restée à Alger. Aurais-je préféré le poisson au verre? Vous venez d'écouter quelques extraits que nous avons choisis pour vous d'une jeune algéro-canadienne originaire de Tikzirt, Lina Mansouri, qui a réalisé donc un petit commentaire sur la harraga pour dire combien nos compatriotes qui vivent à des milliers et des milliers de kilomètres de leur pays restent attachés à la terre-mère. Merci Lina et j'encourage vivement tous les jeunes Algériens qui se trouvent un peu partout aux quatre coins du monde et qui continuent donc de palpiter pour leur pays d'origine, de nous envoyer ce qu'ils font pour le pays. Si nous pouvons les passer, nous le ferons avec plaisir. Alors, Algérie, blocage à tous les niveaux. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi Hassan Hirish, analyste politique. Hassan, merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci. Bonsoir et toujours pédagogique. Hein? Bonsoir aux téléspectateurs et je les invite évidemment à porter le masque partout, à se mettre de l'alcool, à se laver avec du savon, etc. Là, nous avons 2 mètres loin les uns des autres, nous sommes 4-3, donc je vais l'enlever tout à l'heure pour parler. C'était juste pour faire de la pédagogie. Voilà, absolument, pour dire à mes compatriotes que la situation est dramatique, tragique, très difficile et que la vie de l'Algérien est importante, il faut la préserver. Merci Hassan. Avec nous, Mohamed Ben Issa, militant politique, activiste du Hirak. Merci Mohamed d'être avec nous. Merci à toi Jamel et bienvenue à Hassan et aux téléspectateurs. Et moi aussi je confirme, mon masque il est là, voilà. Donc je l'ai enlevé juste pour l'émission. Voilà. Merci pour le rappel. Merci. Merci Mohamed. Avec nous au téléphone ou en Skype, Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme qui est avec nous, que nous allons accueillir, et Rachidou Aïssa, professeur à Philipps Universitat Marburg, hein, c'est en Allemagne je crois, qui sera avec nous tout à l'heure.
Saïd Salhi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, bonsoir tout le monde, bonsoir aux téléspectateurs et aussi à vos invités. Merci vraiment pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors, mes chers amis, c'est le blocage, plus personne ne sait ce qui se passe dans le pays. On dirait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les rats ont quitté le navire, pour rester gentils. Il n'y a quasiment plus personne aux commandes, à part le gouvernement qui essaye un temps soit peu de faire montre de visibilité. Mais sinon, Shengriha, qui nous avait habitués à une visibilité absolument incroyable, n'est plus là. On ne sait même plus où il est. Certains le donnent pour malade quelque part dans un hôpital en Europe. D'autres disent de lui qu'il est à Ain-Naja, d'autres disent que non, Ghadban fi Darou. On ne sait pas. Tebboune non plus, on ne sait rien. Ce sont des informations contradictoires. Au point où, après que son staff médical nous ait appris, vous vous rappelez, Mohamed Ben Aissa, qu'il est dans un protocole de convalescence, puisqu'il avait fini son protocole médical. Voilà que son conseiller, monsieur j'ai oublié son nom, monsieur Allam, vient de nous apprendre que le fils de Tebboune lui aurait téléphoné pour lui dire que son corps commence à réagir au traitement. Vous imaginez un peu? Ça veut dire, à un moment où la présidence nous dit qu'il est en convalescence, son fils nous fait dire que son corps commence à réagir. Ça veut dire qu'il était dans un état très grave, puisqu'il ne réagissait pas du tout. Et donc voilà, l'un dans l'autre, c'est le sujet d'aujourd'hui. Je rappelle d'abord que le Parlement européen va entreprendre dès demain des débats sur l'Algérie, sur les violations des droits de l'homme, notamment sur l'affaire du journaliste Khaled Drarni, mais pas seulement. Khaled Drarni est dans l'ordre du jour. Et donc, que nous traiterons du sujet demain, Inch'Allah. Mais voilà, donc d'abord ma première question. Beaucoup de gens disent que les institutions en Algérie sont bloquées. Mais est-ce que de vraies institutions, un vrai pouvoir politique vraiment élu, peut être bloqué? Théoriquement, non. Mais connaissant l'Algérie, le régime algérien, son histoire, ce qui se passe actuellement, évidemment, les Algériens comprennent que, nous sommes encore dans une démocratie populaire. C'est République algérienne, démocratique et populaire. Il faudrait dire aux plus jeunes ce que sont, en deux mots, ce que sont les démocraties populaires. Ce sont les pays qui étaient anciennement sous l'emprise de l'Union soviétique, sous l'emprise du KGB soviétique. Et donc, c'était des régimes où il n'était pas possible ni de parler, ni d'informer, rien ne transpirait. Toute information touchant à la nomenclature qui gouverne, etc., était punie, était brisée, etc. Les journalistes devaient dire ce que les renseignements leur disaient de dire. Il n'y avait pas de presse en dehors de celle du pouvoir, pas même de parti politique en dehors de celui du pouvoir. C'est les services de renseignement qui dirigent véritablement ces pays-là, même s'il y a une façade civile qu'on peut croire comme étant des dirigeants, etc. Donc il faut ramener l'Algérie à cette histoire de l'Union soviétique, à cette histoire des années 50, 60, jusque dans les années 80, jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique. Il y a des pays qui sont sortis de là, comme la RDA, qui est devenue maintenant une partie de l'Allemagne, comme la Pologne, comme la Tchéquie, la Slovaquie, etc. Mais il y a des pays qui sont restés encore sous cette coupe. Mais ce système que vous décrivez, c'était quand même un État fort. C'était avec des institutions pérennes qui continuaient de tourner, quelle que soit la crise. Jusqu'à la perestroïka, c'était un régime, on peut dire de lui tout ce qu'on veut, qu'il est totalitaire, mais que c'était un système qui était vraiment fonctionnel. On n'a jamais observé dans l'URSS une telle vacance de pouvoir. Non, il y a eu beaucoup de moments de flottement. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'une partie de l'explication
du blocage dont vous avez parlé, brillamment parlé dans votre éditorial, une partie du blocage, c'est d'abord cet héritage-là. Mais il n'y a pas que cet héritage. C'est-à-dire qu'il se trouve que l'Algérie a hérité des pires comportements soviétiques, des pires comportements moyen-orientaux, despotiques, des pires comportements français, colonialistes, jacobins, etc. Donc, Ils ont sélectionné le pire d'un peu partout. Voilà, tout à fait. C'est un ingrédient comme ça, effectivement, des pires méthodes que nous avons prises des pays que j'ai cités. Après, évidemment, il n'y a pas que ce caractère-là. Il y a le fait que l'armée algérienne, on l'a vu maintenant ces derniers temps, avant on soupçonnait, on se dit peut-être qu'il fonctionne en clan, peut-être qu'il fonctionne comme une secte. Parce qu'une secte, on ne peut rien savoir ce qui se passe à l'intérieur. Et ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est-à-dire des généraux qui mettent des généraux en prison, des généraux qui se rébiffent, qui mettent ceux qui ont mis en prison, ils les remettent eux-mêmes aussi en prison. On a vu comment ils ont dégagé des magistrats, des procureurs, des juges, etc. On a vu comment ils ont fonctionné pour désigner les différents présidents, notamment les 2 derniers. Donc tout cela a rajouté évidemment à une espèce de schizophrénie collective à l'intérieur du régime et une espèce aussi de paranoïa. C'est les deux à la fois. La paranoïa où chaque clan se méfie de l'autre. Chaque chef et chaque sous-chef se méfie de l'autre et donc paralyse évidemment la décision. Mais jusque-là, ces caractéristiques étaient les mêmes de ce régime il y a quelques mois, mais qui continuent de fonctionner quand même. Oui, qu'est-ce qui a fait que ces mêmes caractéristiques aujourd'hui, qui n'ont pas changé du tout, qu'est-ce qui fait que maintenant il y a blocage? C'est une excellente question. Parce qu'en fait, c'est allé crescendo, c'est de mal en pis. Nous l'avons vu quand Abdelaziz Bouteflika était malade, qu'on ne savait pas trop qu'est-ce qu'il avait, etc. Que là aussi, tout était paralysé, on ne savait pas trop s'il allait rester au pouvoir, s'il fallait le dégager en utilisant le fameux article qui est maintenant 102, je crois, l'article 102, etc. Donc on est un petit peu dans cette configuration, à rajouter qu'aujourd'hui, celui qui jouait le rôle de Gaïd Salah, qui est Chengriha, eh ben, comme vous dites, il a disparu. Oui. On ne sait pas s'il a disparu comme Gaïd Salah, oui, ou s'il a disparu parce qu'il est malade, ou s'il a disparu parce que, précisément, il y a un changement de configuration à l'intérieur de l'armée. Il y a des rumeurs de toutes sortes que voilà, je n'ose même pas relayer ici. Voilà. Il y a des rumeurs... Un système de blocage, c'est quand une personne du pouvoir prend une décision et qui prend tous les risques en prenant cette décision-là, et donc il préfère procrastiner, c'est-à-dire remettre au lendemain, attendre le lendemain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Donc effectivement, nous sommes dans une scène politique totalement figée, et l'Algérie est en train de perdre à tous les niveaux, économiquement, politiquement, stratégiquement. Comme vous dites, elle est la cible d'un certain nombre de pays. Quand on voit comme même les Émirats... oui, on va en parler, cette histoire d'Émirats. On va en parler. On va revenir là-dessus. Oui, le fameux principe de réciprocité. Voilà, l'Algérie est humiliée de toutes parts. Et évidemment, je pense qu'on va revenir là-dessus aussi. Oui. Le soutien vraiment inimaginable, un peu bizarre de Macron maintenant. Oui. Le soutien à Tebboune, au moment où Tebboune ne peut même pas entendre ce message. Et il nous dit même, parce que la meilleure, c'est qu'il y a un général dont je ne me souviens plus le nom, qui a justifié ça en disant oui, parce que l'intérêt de la France, c'est qu'il y ait la stabilité, etc. Et on sait, il dit, le président français sait qu'il y a une période de transition. Je l'ai écouté tout à l'heure dans RT. Comment font-ils pour être aussi mal renseignés? RT France. Des généraux sécuritaires, des présidents de la République qui ne savent pas que la transition a été rejetée par Gaïd Salah.
celui qui a fait Tebboune. Et elle a été mise de côté, balayée d'un revers de main par Tebboune qui a dit la transition c'est fini, il n'y a plus de transition, la transition c'est moi qui ai été élu, point. Oui, même si Benchenouf, c'est incroyable. Votre réaction est très intéressante parce qu'elle me permet de préciser. Il parle d'une transition et il parle d'un régime qu'ils veulent stable. Ça ne veut pas dire donc que c'est la transition que demande le Hirak. Absolument. Ce n'est pas la transition que demande le peuple algérien. C'est une transition donc, dont Emmanuel Macron est au courant, ce qui veut dire qu'à l'intérieur, il y a une transition d'un clan vers un autre. Un passage de flambeau. D'une chefferie vers un autre. Comment on dit? Une passation de consigne. Voilà, donc c'est... Transition à l'intérieur du régime. C'est de cette transition-là, à mon avis, dont il s'agit. Et malheureusement, c'est très intéressant ce que vous dites. Et on voit que les Français sont au courant. Pas les Algériens. Une transition qui se passe sous notre nez, à l'intérieur du régime. Pour une passation des clés, quoi. Il est très difficile de l'interpréter. C'est très intéressant, on va essayer d'en parler. Je suppose que le soutien de Macron, c'est pour dire à ses adversaires, au clan adverse, attention. Moi, je suis du côté de ce clan-là, contre le clan. Vous faites une transition, mais dans le cadre de ce que je veux faire Tebboune. Voilà. Mohamed Ben Aissa, sur cette question. C'est incroyable. Il y a un blocage. Il y a un véritable blocage. C'est une paralysie, même. En fait, et est-ce que de véritables institutions, des institutions dignes de ce nom, pas seulement comme on aurait dit l'institution, qu'est-ce que je pourrais dire, ferroviaire, je ne sais pas. L'institution dans son sens noble, ça veut dire cette organisation politique tirée de la légitimité la plus profonde des peuples et qui cristallise, qui incarne la volonté populaire et la représentation du peuple. Est-ce que de véritables institutions de ce type-là peuvent être bloquées, peuvent être paralysées ? En fait, bloqué de cette manière, non. En général, on ne devait pas se trouver dans ce blocage. Parce qu'on peut citer d'autres pays ont vécu sans gouvernement. On peut citer la Belgique pendant presque 2 ans, 1 an et demi. On peut parler de l'actualité, ce qui se passe aux États-Unis. Depuis 1 mois, on n'arrive pas à reconnaître les élections, mais le pays fonctionne. Il y a des institutions. En Algérie, en fait, on a hérité, ce qu'il a dit Hassan est très juste, on a hérité des pires du système. Le système présidentiel est aussi un des pires du système, surtout dans notre cas, dans les pays en voie de développement, on consacre tous les pouvoirs aux mains d'une personne. Il faut se rappeler que, regardant la constitution actuelle de l'Algérie, tout est dans les mains du président élu ou président désigné. Tout. Et du coup, regardez la preuve actuellement, même le gouvernement de Jarrad n'arrive même pas à gérer le Covid, n'arrive même pas à prendre des décisions. Si on peut même creuser la loi de finances de 2021, regardez. Et la Constitution. Voilà. Ça, on n'en parle même pas, la Constitution. Mais regardez la loi, parce que c'est la loi qui va gérer le pays pendant l'année qui arrive. Aucune décision importante, même vis-à-vis de l'urgence économique, ils n'ont pris aucune décision, aucun plan de relance. C'est-à-dire, ces gens-là, ils vivent dans quelle planète, en fait? Le pays va vers l'abîme. L'année de 2020-2021, c'est l'année la plus cruciale. C'est là où il faut prendre des décisions courageuses. Avant la fonte définitive des réserves de change. Des réserves. Et là, on voit que pas d'équilibre, pas d'homme fort. On parlait de la présidence, on le sait très bien, que c'est la façade civile d'un système totalement opaque. Le vrai détenteur du pouvoir algérien, on le sait, c'est les généraux. Tantôt des généraux sécuritaires, tantôt c'est l'état-major. Actuellement, après le renversement de Mohamed Medien, c'est l'état-major qui a repris avec le Gaïd Salah. Le Gaïd Salah, on le connaît, il a disparu dans une circonstance un petit peu dont on ignore une mort subitement 4 jours après, en rappelant aussi Mohamed Ammar qui n'a pas donné suite à des autopsies. Oui, voilà. Mohamed Ammar aussi, et beaucoup de responsables ont perdu leur vie de cette manière. Actuellement,
aucun homme fort dans l'institution militaire. Et du coup, on n'a plus rien qui fonctionne. La PN actuellement, elle est héritée de l'époque Bouteflika. Tout le monde le sait, ce qu'on appelle, c'est Parlement Shkara, donc aucune légitimité populaire. Les partis politiques, les appareils de l'État sont décriés par la population. Les médias sont décriés. Regardez le modèle dans lequel on a vécu depuis 20 ans. Tout ce modèle est devenu caduque. Le peuple, qui vraiment... En fait, c'est sur le peuple qu'on pouvait jouer. Du moment où le peuple acceptait, où le peuple ignorait, on le fait traîner dans les questions sociales, comme en 2011. On pouvait, mais le peuple a décidé d'une rupture depuis le 22 février. C'était une rupture consommée entre le peuple et tout ce système. Le peuple ne croit plus aux politiques actuelles, pas aux médias, pas aux journalistes. Du coup, cette rupture, elle est très dangereuse pour tout le monde. Parce que là, on sait qu'il y a un blocage. Le gouvernement, ou la boîte noire, elle est face à un blocage. Elle a quelques leviers entre ses mains. Elle peut dire qu'on peut faire des élections, mais ces élections, s'il n'y a pas d'adhésion populaire, regardez l'histoire du référendum. Tout le monde a reconnu que c'était une chute libre sur tous les plans. On pouvait même dire oui, c'était en fait programmé pour baisser le taux de participation ou montrer le vrai taux de participation pour encourager les gens. Mais malgré ça, ça reste une défaite pour le système, une défaite que le peuple ne s'inscrit plus dans la feuille du route du système. Donc le 102, parlons du 102, il n'a pas été appliqué depuis 2013. Bouteflika a eu un AVC en 2013. 2013-2019, 7 ans, l'Algérie était gouvernée par le frère de Bouteflika en accord avec Gaïd Salah, donc il faut le reconnaître. Pendant 7 ans, cette institution qui est censée être indépendante, qui reste toujours la haute juridiction, le Conseil constitutionnel. Voilà, ça reste la haute autorité dans le pays, elle n'a pas pu se réunir pour juger de la vacance du poste du président de la République. Donc, est-ce que la même structure va avoir le courage de l'appliquer actuellement? Je ne le pense pas actuellement. En plus, on a le chef du Sénat qui est censé, selon la Constitution, représenter ou reprendre les rênes du remplacer le président remplacer en cas le d'empêchement président. pendant Lui-même, 45 il est président par intérim. Oui. Donc on est revenu à la case départ. C'est Bouteflika saison 2. Voilà, saison 2. Donc on peut dire tant mieux pour nous, pour le peuple et pour l'Algérie. Si ces gens, comme il a dit le dernier article de Bloomberg, qui dit que il y a encore, nous on le dit aussi, tout le monde le dit, il y a encore une chance avant le chaos total, avant l'effondrement total. Mais le pire, c'est que ces gens sont en train de prendre en otage en fait tout le pays. Ah oui, ils ont pris en otage l'État, c'est-à-dire si on tombe, on fait tomber tout l'État avec nous. Et ça, c'est le vrai danger. En fait, ça nous rappelle un petit peu ce qui s'est passé en Syrie ou ailleurs. Au Venezuela. Voilà, donc ces gens-là, en fait, n'ont pas la moindre... Je ne sais pas, ils sont responsables sur les papiers, mais je veux dire, à un certain moment, on doit se rendre compte, ils sont en fin de vie en général, ils sont tous des personnes d'un certain âge, de Tebboune jusqu'à Shengriha, ils ont dépassé les 70 ans. Il faut se poser des questions. Quel héritage ils vont laisser aux futures générations? Et j'aurais une question pour vous sur ce que vous venez de dire maintenant, qui sera une question très dure, très osée, même très audacieuse, mais je la poserai quand même. Alors, avec nous, donc, Saïd Salhi, pardon. Saïd Salhi, alors, D'abord, j'aimerais que vous commentiez pour nous, vous qui êtes vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, ce jugement en appel de M. Mebarki Yassine, qui, rappelons-le, avait été condamné en première instance à 10 ans de prison ferme et 1 milliard de centimes, et qui en appel a été condamné à 1 an de prison avec 50 000 dinars seulement d'amende. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça? Bonsoir. Effectivement, le procès en appel a eu lieu aujourd'hui. Mebarki donc a été condamné à 1 an de prison. Effectivement, comparativement au procès première instance, 10 ans à 1 an de prison, 1 milliard de centimes à 50 000 dinars de centimes, 50 000 dinars, c'est vraiment, je dirais, c'est vraiment un jugement
je m'excuse pour le terme, vraiment absurde, mais qui confirme aussi ce qui a été dit par la majorité, que ce soit des avocats ou des ONG qui ont suivi ce dossier, qui ont dit que ce dossier est vide. C'est les chefs d'occupation qui ont été invoqués par le parquet sont infondés, et aujourd'hui nous avons vu sur les six chefs d'occupation, donc 3 ont été abandonnés, donc le juge a préféré donc à garder 3 autres. Et parmi ces chefs d'occupation, il y a entre autres donc un chef d'occupation, notamment celui d'offense à l'islam, qui a été retenu, mais aussi de manière vraiment abusive, parce que si on rappelle un peu donc ce qui a été reproché à Mebarki, c'est d'abord ses publications sur Facebook, mais aussi ses opinions. Je rappelle, dans le dossier de fond, Mebarki a été, même lors du plaidoirie et même du réquisitoire du procureur lors de la première instance, on reproche à Mebarki d'avoir commenté un avis d'un prédicateur, je pense Imarati même. Bah, c'est vraiment incroyable, ce qui se passe encore dans notre Algérie, vraiment condamner un jeune... Et on l'aurait sommé de se justifier, s'il était athée ou non, en pleine audience. Tout à fait. Et il a dû s'expliquer et dire non, je ne suis pas athée pour éviter le pire. Tout à fait, bien que le droit est très clair dans ce sens-là, mais ce que nous avons dit de notre côté, nous avons eu déjà l'occasion de défendre d'autres procès similaires dans les années précédentes, en 2008, 2009, 2010. Malheureusement, la majorité des procès ont été fondés sur un chef d'occupation, c'est l'article 144 bis 2 du Code pénal, qui parle de l'offense à l'islam, mais sans encore une fois clarifier, définir les actes qui sont répréhensibles devant la loi. C'est-à-dire, nous l'avons dit, nous, à l'occasion de plusieurs procès, que cet article permet donc tous les arbitraires. Il permet tous les dépassements. Il permet une interprétation tellement large, tellement abusive, qu'on se retrouve, à tout moment, devant des procès similaires. C'est ce qui a permis, en 2012, d'arrêter Bouhaf, c'est ce qui a permis d'arrêter les Ahmadites, c'est ce qui a permis d'arrêter les chrétiens, c'est ce qui permet d'arrêter à chaque moment un citoyen pour le fait qu'il exprime une opinion, à la limite, qui n'est pas vraiment offensante, mais malheureusement, cet article, il permet, tous les abus. La porte ouverte à tous les abus, à toutes les violations du droit. Tout à fait. C'est pour cela que nous, de notre côté, la LADH, nous avons demandé, depuis maintenant des années, d'amender cet article, l'article 144 bis 2, et de clarifier clairement quels sont les actes, quels sont les propos, à la limite, qui traitent de l'offense. Bien sûr qu'il faut protéger les religions, nous ne sommes pas pour l'offense, c'est clair, mais aujourd'hui, la liberté d'opinion, la liberté de conscience et même la liberté de culte et les libertés religieuses sont garanties par la loi. Aujourd'hui, on ne peut pas arrêter un citoyen pour le fait juste de commenter sur les réseaux sociaux, un avis, un propos, un commentaire. C'est vraiment inquiétant ce qui se passe aujourd'hui. Alors, très bien. Pour vous qui êtes au pays, qui êtes en Algérie, qui vivez la vie des Algériens, la vie de tous les jours, est-ce que ce blocage des institutions, comme on dit, moi je n'aime pas beaucoup utiliser ces mots bateaux, institutions, république, président, puisqu'on sait que nous n'avons pas d'institutions, nous n'avons pas de république, nous n'avons pas de président, mais bon, comme on est obligé, on n'a pas d'autres mots de rechange, ce blocage des institutions, entre guillemets, comme on dit, comment il est ressenti dans la vie de tous les jours en Algérie? Alors, pour nous, je vais vous dire sincèrement, pour nous, c'était prévisible. C'était prévisible du fait des choix hasardeux, périlleux du pouvoir en place. Nous l'avons dit, nous l'avons alerté, nous l'avons vraiment alerté dès le mois de mars 2019. Nous l'avons dit à l'époque, nous avons dénoncé ce que nous avons appelé de transition clanique au sein du système. Alors que la rue, le Hirak notamment, demandait une transition en dehors du système. Il demandait un changement du système, non un changement dans le système. Le choix, justement, notamment d'aller, ce qu'ils ont défendu à l'époque, le choix constitutionnel, l'article 102, est clair qui va nous mener vers cette situation, et nous l'avons dit. Aujourd'hui, ce qui a été clair, c'est que le choix
de construire toute si vous voulez, l'architecture, l'édifice institutionnel, construction autour de l'image d'une personne, ce qu'on appelle le régime ultra-présidentialiste. On l'a déjà vécu avec Bouteflika, on a déjà vécu une période similaire, et nous avons justement plaidé à ce qu'on aille, avant justement d'aller vers les élections présidentielles, à ce qu'on aille vraiment vers la refonte du système, la refonte des institutions, l'édification des institutions fortes, notamment à travers une période de transition qui permettra justement de remettre en place les institutions. Malheureusement, le choix notamment du système, notamment même de Tebboune lui-même, bon, aujourd'hui il est en hospitalisation, moi je souhaite vraiment qu'il soit rétabli de sa maladie, mais aujourd'hui ces choix, aujourd'hui ils sont face à leur choix. Face à leurs choix, et justement, c'est des choix qui ont fait qu'aujourd'hui, le choix du régime présidentialiste a atteint ses limites. Aujourd'hui, et dans la vie de tous les jours, des Algériens, dans la vie de tous les quelles jours, répercussions, je veux dire, de cette vacance, allez, c'est le mot, hein, de l'État, du sens de l'État, comment ça se répercute sur la vie des citoyens? Alors, ça se répercute, par des questionnements, par de la confusion, par de l'amalgame, mais aussi par de l'inquiétude. Par de l'inquiétude. Aujourd'hui, nous sommes devant un pays quasiment bloqué à tous les niveaux. Au niveau politique, au niveau justement économique, au niveau social, avec des défis notamment sécuritaires qui entourent tout notre pays. Nous sommes entourés par plusieurs conflits. Aujourd'hui, voilà, ce qu'on appelle le pouvoir politique est carrément absent. Et quand on voit justement aujourd'hui toute cette confusion qui entoure la communication présidentielle autour de l'état de santé du président, on a vraiment peur. On a vraiment peur pour l'avenir de notre pays. Et restez avec nous, Saïd Salhi, je reviens à vous dans un moment. Rachid Ouaissa est avec nous. Rachid Ouaissa, professeur à une université de Marbourg, si je prononce bien, en Allemagne. Rachid Ouaissa, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir Jamal. Bonsoir, merci. Alors, d'abord, comment dire, voilà un pays dont certains médias français, entre autres, disent qu'il est en roue libre. En roue libre, hein, ça vous laisse imaginer un camion sur une descente qui n'a pas de frein, qui est en roue libre avec une seule bitée qui est au bout de la rue, c'est un mur. D'autres disent que c'est un pays qui est en train de se naufrager. D'autres disent qu'il est complètement grippé, que tous ces mécanismes sont bloqués. À votre avis, est-ce qu'une telle situation est possible d'abord? Et pourquoi ensuite sommes-nous arrivés à un tel point de crise? D'abord, merci pour la question. Est-ce qu'elle est possible? Vous venez de répondre. Donc, elle est possible, puisqu'on la vit, les Algériens la vivent au quotidien. Et ce qui est intéressant, je remercie mon ami Saïd d'avoir décrit un petit peu l'état des Algériens, leur questionnement de chaque jour. Qu'est-ce qui se passe? Où est le président? Où est l'État? Où est le pouvoir? À l'intérieur comme à l'extérieur, il y a un abandon, en fait, un abandon. On dirait qu'ils sont tous partis. Ils sont tous partis, voilà, ils ont laissé le pays. Mais finalement, ça prouve une chose, que les Algériens n'ont pas besoin de ce pouvoir. Parce qu'il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de grand... c'est ce qui fait toujours peur quand il y a un pouvoir qui est absent, quand l'État est absent. Mais effectivement, il n'y a aucun conflit. Les Algériens, il y a une lutte quotidienne contre le Covid, la situation économique qui est de plus en plus désastreuse. Tout ça, c'est vrai. Mais les Algériens n'ont pas besoin de ce pouvoir. Chacun lutte à sa manière, à son quotidien, pour surmonter les problèmes quotidiens et tout ça. Mais ça prouve, pour moi, ça prouve vraiment que pour une fois, encore une fois de plus, on n'a besoin ni de président de la République, de toute façon pas élu de cette manière ou chapeauté de cette manière, ni d'un pouvoir de l'ombre qui lui aussi, généralement, de temps en temps, il prend la parole, il n'est pas là. Voilà. Donc pour moi, ça exprime plutôt quelque chose de positif. C'est qu'on a un peuple mûr. Il a un peuple mûr qui n'a pas besoin de toutes ces institutions qui lui-même n'a pas légitimé. Voilà.
Comment expliquez-vous cette totale absence de communication? Pourquoi ce régime qui surcommuniquait à un certain moment, c'était vraiment une pléthore d'informations qui circulaient tout le temps, à tel point que beaucoup ont parlé de propagande, et que maintenant il n'y a plus rien. On ne prend même plus la peine de nous mentir. On ne nous dit rien, tout simplement. Comme par exemple cette absence de M. Chengriha, qui est quand même chef d'état-major, qui s'était exposé à un point incroyable pendant ce fameux référendum et qui là est totalement occulté. On ne sait plus où il est. Il y a de telles rumeurs qui circulent sur son absence qu'il est difficile de les relayer ici. Pourquoi ce régime ne fait-il pas un minimum de communication? Il a les moyens pour le faire. Pourquoi est-il dans ce silence? Est-ce qu'à l'intérieur, ça a explosé? Est-ce qu'à l'intérieur, c'est une guerre de clans telle que plus personne ne contrôle les moyens de communication? Qu'est-ce qui se passe? C'est plus que... Oui, d'abord, vous avez complètement raison de dire il ne se donne même pas et se donne même pas la peine de mentir, c'est-à-dire même pas ça. Et c'est effectivement une grande question. Qu'est-ce qui se passe? On dirait, on a d'abord un pays en crise, économiquement, politiquement, socialement en crise. Donc même pas cette course au sein des clans n'existe pas. Aucun clan ne veut prendre le pouvoir. C'est-à-dire, après la passation de 12-12, il y a donc une année presque, il y a eu quand même une lutte, une concurrence entre les clans, toute une guerre entre les clans, ainsi de suite. Mais maintenant, on dirait que aucun, ce que je disais, même le pouvoir réel n'est pas vraiment intéressé à prendre le pouvoir. Merci. Je vais justement me servir de ce que vous venez de dire ici pour poser la question que je voulais poser. Alors, Hassan Hirsch, si l'on écoute ce que vient de nous dire notre ami Rachid Ouaissa, ils sont à un point de détresse tel qu'il n'y a même pas de clan qui vont prendre le pouvoir. Tellement que la patate est chaude, à la limite, on ne demande qu'à la passer à l'autre. C'est parce que le moment de la crise est arrivé à un point de non-retour. Et dans un moins d'un an, ce sera encore pire, quand les réserves auront fondu. Est-ce que dans une telle situation, c'est la question que je voulais poser, de délabrement total, de détresse, de naufrage annoncé, est-ce qu'il n'y a pas un risque aujourd'hui? Et je précise que je n'appelle pas à ça. Je pose une question. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de coup d'État? Vous savez, dans des situations comme celle-là, tout est possible. Toutes les hypothèses, malheureusement, sont possibles. Et on est dans des hypothèses totalement noires, totalement pessimistes. Là, je suis entièrement d'accord sur les deux idées principale de notre ami Rachid Ouaissa, à savoir qu'effectivement, il y a une telle rupture entre le peuple algérien et ses dirigeants que le peuple algérien, il fait sang, donc il n'en a pas besoin, effectivement. Et puis, c'est vrai que les clans ont du mal à prendre une décision, à aller de l'avant, à prendre le pouvoir pour la raison simple que j'ai citée tout à l'heure, à savoir que dans un système paranoïaque comme celui-ci, qui va jusqu'au bout de sa logique paranoïaque, dès lors qu'un clan ou un homme fort veuille prendre une initiative, il a immédiatement peur de la menace de ceux qui sont en face. C'est-à-dire Il s'auto-neutralise. Absolument. Chaque Ils se neutralisent les uns les autres. Dans cette nomenclature, c'est comme dans une secte violente. C'est-à-dire, dès lors qu'on essaye de prendre les rênes, hop, on s'attend évidemment à un coup fourré. On peut tout de suite être trahi derrière. Et on a vu que c'est ce qui s'est passé, avec quand même, on a en prison, il ne faut pas l'oublier, il faut le rappeler quand même aux téléspectateurs, quand même 2 chefs des renseignements de l'armée, c'est quand même pas rien. 2 premiers ministres. Il y a même eu Mhenna qui a eu de gros ennuis. Voilà, de premiers ministres, des ministres, des chefs de région. Des chefs de région. Le plus haut sommet quasiment de... Donc qu'est-ce qui reste dès lors que quelqu'un a envie de prendre une décision, veut aller éventuellement vers un dénouement, la première réaction, c'est de se dire, tiens, comment les autres vont réagir? Qu'est-ce que je vais subir? Parce que on sait très bien que la justice, elle ne fait pas son travail. Elle est
aux ordres du plus fort du moment, et donc qu'elle peut changer de main d'un moment à l'autre. Donc, On l'a vu d'ailleurs, elle qui fonctionnait sous les ordres exclusifs de Gaïd Saleh, comment quand on lui a demandé de sévir contre les fils de Gaïd Saleh, qu'elle n'a pas eu d'état d'âme du tout. Oui, elle les aurait mis en prison si un autre clan n'aurait pas arrêté les dégâts. Voilà, vous le dites très bien, la justice, elle est comme le chat, elle est plus fidèle à la maison qu'au maître. Ça veut dire, Voilà. quand je dis la maison, ce n'est pas le pays, c'est le régime. tout à fait. Et puis, même les magistrats, ils sont dans une situation totalement absurde. Voilà quelqu'un dont vous avez parlé tout à l'heure à juste titre, qui n'a rien fait, qui a ses idées au niveau confessionnel, au niveau culturel, philosophique, etc., condamné à 10 ans de prison et une amende, je sais, digne des Haddad, des Kouninef, etc. Alors là, je vais vous dire, c'est une vision, c'est une lecture personnelle Oui. par rapport à des informations qui me sont parvenues de façon personnelle. Ok. Ce n'est pas dans le sujet, mais je vais vite revenir dans notre sujet. Yassine Mebarki, Khenchela, Oui. a été condamné pour une raison très simple. Moi, je vais vous le dire. Écoutez-moi bien, Hassan Harris, intéressant, oui. je vais vous le dire. Parce que le pouvoir a une peur bleue que les Aurès et le Sahara rejoignent le Hirak. Il a dit il ne faut pas que les Aurès fassent jonction avec le Hirak existant. Parce que si les Aurès rejoignent, ça va être notre fin. Donc, ils ont mis en action la carotte et le bâton. Tous les chefs trabandistes de la région, il y en a beaucoup. Moi, je connais un trabandiste qui, à lui seul, utilise près de 15 000 harragas Ah oui. dans le trafic de l'essence avec la Tunisie. Ils ont utilisé les trabandistes, ils ont utilisé les chefs de tribu, les zawiyat, les potentats locaux, le FLN, le RND, pour corrompre ceux qui peuvent corrompre. Et ils ont donné un ordre à la justice très clair en prononçant un mot que nous connaissons bien, nous, dans les Aurès. Ils lui ont dit « Li yitharrak tarbgouh » comme ça, c'était « tarbgouh ». Et ce juge, tellement il a fait du zèle, il s'est rappelé ce tarbgouh, quand il a eu Yassine qui est hirakiste. Et qui n'a pas voulu jouer le jeu. Il n'a pas voulu jouer le jeu, alors ils lui ont donné 10 ans de prison ferme, la plus lourde condamnation depuis le début du Hirak. Oui. Fin de la parenthèse. Je reviens à ma question. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de coup d'État? Je ne veux pas en dire plus, je ne veux pas dire la révolution des œillets ou autre chose. Est-ce que dans l'état actuel des choses, devant un tel péril, est-ce que des gens dans l'armée ne seraient pas tentés d'arrêter les dégâts? En fait, c'est une question difficile. Difficile, pourquoi? Parce que malheureusement, l'institution militaire est la colonne vertébrale de l'État algérien, en fait, qu'on le veuille ou non. Et malheureusement, on ne devrait pas être dans cette situation. Un pays qui se respecte, il a d'autres leviers, d'autres institutions. Bien Parce sûr. que maintenant, imaginons ce que tu viens de dire, n'importe quel pépin, n'importe quelle fissure, n'importe quelle division au sein de l'armée, ça peut être fatal pour l'Algérie. Oui. Fatal sur tous les points, en fait. Regardez ce qui se passe ailleurs, en fait. La seule institution qui reste plus ou moins stable, malgré les défauts, malgré son implication, son ingérence dans la vie politique, c'est l'institution militaire. Parmi nous, beaucoup peuvent avoir cette idée, on aimerait bien que des jeunes généraux font le boulot. Qui ne peut te dire non face à ça? Mais quels sont les risques? Quelles sont les conséquences de ça? Ceci dit, C'est- si je peux, C'est Mohamed. justement. Oh, pardon, donc oui. Donc la situation, elle est tellement opaque. Si au moins on avait un parlement avec une transparence, si on sait au moins qui sont ces généraux au placé, quelle est la boîte noire, au moins on pourrait savoir et comprendre quelles sont les suites, quels sont les scénarios. Maintenant, on ne sait même pas combien de généraux s'assoient et décident au nom de ce pays. On ne les connaît pas. On connaît certains qui sont les plus visibles. On connaît les Qaïdis, on connaît le Ben Ali, Chingiriha, les chefs de région, le responsable de la gendarmerie. Ça, on les connaît. Mais les gens disent, ceux qui connaissent cette institution, la muette, ils disent qu'ils sont autour de 20-30 généraux imposants. D'autres parlent de 60. Oui, voilà, donc vous voyez. Notamment autour de cette fameuse cagnotte des commissions d'armement. C'est ça qui fait le ciment, non pas de l'armée, mais de la junte, des chefs de l'armée. Je rappelle que récemment, ils ont fait l'acquisition pour 2 milliards de dollars d'armement
des avions russes notamment, à un moment où le pays est en pleine crise. C'est le véritable ciment. Moi, je ne parle pas de l'armée algérienne, moi je parle de la junte et des chefs de l'armée qui ont pris le contrôle de l'armée et du pays et qui sont cimentés, j'allais dire, par les commissions sur les armements, mais qui sont en train de mener le pays droit au mur. J'aimerais bien rajouter par rapport à votre question, M. Benchenouf, s'il doit avoir cette hypothèse de coup d'État, elle se ferait à la manière de Gaïd Salah. C'est-à-dire, avec l'article 102, de pis en pis. Voilà, l'article 102, on arrête, Tebboune est malade. Mais on place quelqu'un d'autre, et c'est nous qui le choisissons. Voilà, c'est ça le coup d'État qu'ils peuvent faire. Pourquoi? Parce qu'un coup d'État véritablement militaire, ils ne peuvent pas le faire. Déjà qu'ils ont perdu tout le crédit. Et l'Union africaine ne permet plus les coups d'État. On a vu comment ils ont réagi, au Mali. Comment ils avaient... Mais l'Union, est-ce que l'OIA pèse de quelque façon que ça, en fait, ils ont... Elle a déjà perdu énormément de terrain, l'Algérie, en Afrique, au profit du Maroc. Donc je pense que ce n'est vraiment pas le moment pour eux d'aggraver leur situation, d'aggraver leur cas. Donc de mon point de vue, un coup d'État militaire au sens classique, ce n'est pas possible. Il s'est à écarter. À mon avis. Par contre, un coup d'État déguisé, encore une fois, comme ça s'est fait du temps de... Là, ce n'est plus un coup d'État, c'est un coup tordu. Oui, mais c'est un coup d'État quand même. Voilà, c'est un coup d'État parce que, on a invoqué l'article 102 quand Gaïd Salah l'a voulu. Quand ça l'a arrangé. Quand ça l'a arrangé. Et puis, avec une suite, une conséquence qui a été évidemment orientée, un processus orienté par lui-même. C'est un véritable coup d'État, le fait d'avoir imposé Abdelmajid Tebboune, tout le monde le sait, c'est un coup d'État. Mais ça ne peut pas être un coup d'État militaire. Juste par rapport à ça, en fait, pourquoi ils ne l'ont pas fait? Ils ne peuvent pas le faire, parce qu'ils l'ont déjà fait récemment. Pour le peuple, c'est déjà vu. Et quand tu disais tout à l'heure, ils n'arrivent même pas à nous mentir, ou... Ils n'ont plus de mensonges, en fait. Il n'y a plus d'outils, en fait, ils ont tout essayé. Qu'est-ce qu'il leur reste, en fait? Il ne leur reste plus rien. Et d'où la grande crainte vis-à-vis de ce peuple. Ils ne peuvent plus jouer avec ni l'article 102, avec une façade démocratique, avec faire des élections présidentielles. Ils le savent très bien que le peuple va la rejeter et que le hirak, qui est vraiment la vraie crainte, va rester, va bloquer les institutions. Le président ne va pas aller... faire sa promotion dans les régions, ni dans les wilayas, dans les villes, le gouvernement qui va... C'est ce qui s'est passé. Donc, en fait, on ne peut pas, je pense, comme là, ils n'arrivent même pas à nous montrer une image de Tebboune parce que le peuple algérien est tellement, on va dire, affecté avec ce qu'on a vécu avec Bouteflika. Donc, ils ont pu, hein, et pourquoi ils n'ont pas pu... trafiquer un petit peu comme ils l'ont fait avec Bouteflika, on le sait, il bavait, il le tenait avec une ceinture pour pouvoir le montrer au peuple. Là, ils pouvaient, je pense, ils pouvaient montrer Tebboune, le maquiller, ils n'ont pas pu parce que, en fait, ça va certainement faire encore sortir les Algériens dans les rues et ça va encore faire la goutte qui va déborder encore la vase. Donc, je pense qu'ils ne peuvent pas. Alors, c'est un coup d'un clan contre un autre qui est possible. Voilà, à mon avis, c'est ça le coup d'État possible. C'est-à-dire, comme l'a dit tout à l'heure Saïd Salhi, non pas un changement du système, mais un changement dans le système. Ça va un coup d'État dans le système. Alors, Saïd Salhi, justement, est-ce que vous souhaitez commenter cette question ou préférez-vous que je vous pose une autre que j'ai pour vous? Saïd Salhi? Oui, je n'ai pas entendu la question, si vous voulez. Alors, moi, j'ai une question pour vous, parce que demain, vous savez que nous avons ici une proposition de résolution qui nous est parvenue directement du Parlement européen. C'est une proposition de résolution qui a été déposée avec demande d'inscription à l'ordre du jour d'un débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. Donc des débats demain avec vote immédiat dans la même journée qui vont traiter de sujets et d'autres. Notamment d'encourager les autorités algériennes au plein respect des libertés fondamentales, notamment la liberté de la presse, condamne fermement les condamnations suivisées, celles de journalistes, d'activistes, etc., à déployer des efforts sérieux et soutenus,
Et d'autres points aussi, est-ce que vous souhaitez commenter ces débats qui auront lieu demain au Parlement européen? Oui. Bon, demain, c'est vrai qu'il va y avoir une session au Parlement européen où la question des droits humains, notamment la détention de notre frère journaliste Khaled Drani, est à l'ordre du jour. Bon, j'ai déjà l'avant-projet de la résolution. Nous allons suivre ces débats. Juste que, bon, ce que je peux dire pour ma part, je vais juste rappeler que l'Algérie est liée par un accord d'association avec l'Union européenne qu'elle a signé donc dès 2002 et qui est entré en vigueur déjà à partir de 2005, je pense. Donc aujourd'hui, l'Algérie, de fait qu'il est lié par un contrat, par un engagement. Ça veut dire que l'Algérie, demain, le régime algérien ne pourra pas parler d'ingérence comme il l'a fait la dernière fois, puisqu'il est signataire de la Convention qui l'engage à respecter les résolutions. Il est signataire d'une convention, d'un accord d'association qui engage l'Algérie avec l'Union européenne, dont l'article 1er de cet engagement, le respect des droits humains. Ça, c'est l'accord d'association qui lie l'Algérie avec l'Union européenne. Cet accord a été signé par le gouvernement algérien. Donc aujourd'hui, le gouvernement algérien ne peut pas justement faire valoir la question de l'ingérence étrangère du fait que c'est lui-même qui a signé cet accord, comme il a signé beaucoup d'accords d'association, beaucoup d'accords avec d'autres partenaires, comme il a signé aussi des conventions internationales, que ce soit les conventions internationales, que ce soit les conventions régionales avec l'Union africaine, avec la Commission africaine des droits de l'homme ou avec l'ONU. Donc aujourd'hui, la question, donc les débats qui vont avoir lieu demain, bon, on verra. Mais de toute façon, il y a une réalité aujourd'hui que personne ne pourra cacher, ni le gouvernement, ni ses médias, ni ses relais, la question des droits humains aujourd'hui. La situation des droits humains aujourd'hui est inquiétante. La situation des droits humains aujourd'hui est en nette régression, même par rapport au régime de Bouteflika. Aujourd'hui, on n'invente rien. Aujourd'hui, c'est des faits. C'est des chiffres qui sont là, c'est des détenus qui sont en prison. Nous avons près de 90 détenus d'opinion. Khaled Drani est en prison. Khaled Drani est détenu de manière arbitraire pour juste le fait qu'il a exercé son métier, juste pour le fait qu'il lui-même, il le dit, qu'il est journaliste libre et indépendant. Donc aujourd'hui, on va suivre. Mais les faits, ils sont là. Les faits, ils sont têtus. Et voilà, on a parlé tout à l'heure du cas de Mebarki, mais beaucoup d'autres cas aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, chaque jour, nous enregistrons des arrestations arbitraires, des procès inéquitables, des atteintes répétées aux droits humains, des atteintes répétées aux engagements même de l'Algérie vis-à-vis des conventions internationales ratifiées, mais aussi même du droit national. Donc aujourd'hui, justement, Saïd Salhi, et là je parle de deux poids, deux mesures. Il y a dans les prisons algériennes des gens qui sont en prison depuis une trentaine d'années, pour la plupart des islamistes, qui ont été condamnés, je le précise, par des cours spéciales, parfois par des juges en cagoule, à la suite de séances de torture, avec le témoignage d'avocats qui parlent de personnes qui n'étaient même pas présentables, qui avaient le visage tuméfié, qui portaient des signes évidents de torture. Et ces gens-là ont été condamnés de très lourdes peines. Et ils sont toujours en prison depuis une trentaine d'années. Certains d'entre eux ont décédé, sont morts pendant leur détention et personne n'en parle, ni les associations des droits de l'homme, ni les habituels militants dans ce monde des droits de l'homme, ni les institutions étrangères, ni le Parlement européen. Personne n'en parle. Ils sont abandonnés et leurs familles aussi. Oui, bon, moi, ce que je peux vous dire sur ce dossier-là, bon, c'est un dossier qui relève un peu donc la décennie noire. Malheureusement, c'est un dossier qui rappelle tous les traumatismes et toutes les douleurs du peuple algérien qu'il a vécu avec toutes les exactions, avec toutes les violations massives aux droits humains ou même le droit fondamental, qui est le droit à la vie, n'était pas garanti. Voilà, ça c'est la Disney noire. Malheureusement, nous, pour notre part, nous avons essayé de suivre ce dossier-là pour les cas avérés. Nous avons même, à un moment même, reçu donc le collectif des filles
détenus chez nous à la Ligue. Ils ont même organisé une conférence de presse un moment chez nous à la Ligue pour demander donc la libération des gens donc qui sont en détention, notamment les plus âgés. C'est vrai qu'on a noté des personnes qui ont près de 70 ans qui sont en prison, en détention depuis maintenant des années. Bon, les familles ont demandé à ce qu'ils soient libérés au moins à titre humanitaire. Mais Et sinon, pourquoi pas des révisions de procès tout simplement, puisque leur procès était inique? Pourquoi ne pas refaire leur jugement de façon transparente par une vraie justice? Oui, ce que je peux dire, moi, de ma part en tant que défenseur, moi, je peux dire que ce dossier, de manière générale, avec tout ce qu'il a, il englobe, avec tout ce qu'il inclut, vraiment, avec toutes les complications, que ce soit la question des disparus, la question des abus, la question des atteintes massives, graves aux violations des droits de l'homme, notamment les assassinats, les liquidations, les exécutions extrajudiciaires, c'est un dossier très, très lourd. Pour notre part, nous avons plaidé dès le début, depuis des années maintenant, pour ce qu'on appelle le processus de justice transitionnelle. Ce dossier doit être réglé définitivement. Il doit être réglé dans le cadre, bien sûr, de la justice, de la vérité, de la responsabilité, mais il doit être réglé sans justement, à la limite, remuer dans la plaie. Parce que c'est un dossier très difficile, mais pour notre part, nous avons de manière très claire, de manière très responsable d'abord, pour à ce qu'il soit réglé vraiment dans le cadre de la justice transitionnelle, et pas seulement ce dossier, beaucoup de dossiers, notamment les liquidations politiques, notamment le dossier en cabinet Printemps Noir, beaucoup de dossiers, vous savez, le peuple algérien a enduré vraiment pendant des années, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de traumatismes, il y a beaucoup de douleurs, il y a beaucoup de plaies qui sont encore là, vraiment, des plaies ouvertes, qui ne sont pas encore cicatrisées. C'est pour cela que pour notre part, nous avons, quand il y a eu le droit pour la reconstruction nationale, nous avons pris position contre. Nous avons dit, on ne peut pas décréter comme ça le pardon, le pardon doit être à la limite construit, il doit être consenti, il doit être vraiment inscrit dans un processus de cicatrisation des plaies du peuple algérien. Le peuple algérien doit retrouver son union, il doit retrouver justement sa cohésion, mais dans un cadre apaisé, dans un cadre serein. Voilà, et dans un cadre de réparation surtout. Merci. Bien sûr, oui, tout à fait, c'est ça, la justice transitionnelle qui englobe, bien sûr, qui englobe la justice, la vérité, mais aussi la réparation. La réparation morale et symbolique. Absolument. Notamment le dossier des disparus, jusqu'à maintenant, qui n'ont pas de tombe. Il n'y a même pas une stèle, ça me rappelle, cette période-là est carrément effacée de l'histoire du peuple algérien. J'espère que nous aurons l'occasion de faire une émission ensemble où nous pourrions revenir sur ces dossiers très lourds, très douloureux, très pénibles qui ont toujours été passés sous le tapis. Il serait intéressant de pouvoir en parler à bâton rompu et à cœur ouvert. Restez avec nous. Rachid Ouissa, sur les risques qui pèsent dans une situation complètement bloquée, très périlleuse pour la suite des événements, qui pourrait dégénérer de 1001 façons, et pas seulement, comme nous l'avons observé, en contestation politique et une grande conscience politique des manifestants. Comment faire pour éviter que ça ne dégénère, justement, d'une façon ou d'une autre, autrement dit, peut-être par un coup d'État militaire? Ouais. Alors, donc c'est effectivement la question que vous avez posée tout à l'heure, à laquelle j'aimerais ajouter quelque chose en plus de ce que ont dit les camarades là sur le plateau. Moi, je pense pas non plus un coup d'État militaire. Il va y avoir peut-être un 12-12. Il va y avoir peut-être l'application de l'article 2 très prochainement. Donc ça va se passer un peu d'une manière semi-légale. On aura peut-être un président intérimaire qui dépasse les 90 ans, qui peut même pas tenir un discours, ainsi de suite. Ça serait encore une occasion pour le monde de rigoler sur ce grand pays.
Mais un coup d'État militaire au sens classique du mot, je ne pense pas non plus. Ce n'est pas les éléments à l'intérieur du pouvoir qui manquent, ce n'est pas les éléments qui manquent pour ça. Mais on est quand même un pays qui n'est pas marginal sur le plateau international, qui est très important, d'un poids stratégique, géopolitique, historique, très très important, au cœur de la Méditerranée, au cœur de l'Afrique, au cœur du bassin euro-méditerranéen et euro-africain. Donc, ça va, pour faire un coup d'État, il faut avoir l'accord des grands pays. Oui, mais important, européens. pardon, important, c'est vrai, mais qui ne joue aucun rôle, dont le pouvoir est totalement corrompu, complètement infesté, qui ne représente rien, ce pouvoir qui ne représente rien, l'importance des enjeux dans lesquels il se trouve. Il ne représente pas les Algériens, là on est d'accord. Mais c'est un risque de déstabilisation. Ce monsieur qui va faire un coup d'État doit avoir l'accord de la France d'abord. Et vous avez parlé de ce que le Parlement européen va discuter demain. On a souvent parlé d'ingérence, mais quand un président de la République française parle de son soutien à ce régime, c'est un autre message. Moi, j'ai lu un autre message. Moi, j'ai lu justement « Halt, arrêtez, il ne faut pas essayer un coup d'État ». Donc les généraux, le groupe, la personne qui va faire un coup d'État, qui va vouloir planifier un coup d'État, ne va pas avoir ni peur le peuple algérien, ils s'emmerdent. Je m'excuse pour le mot, parce que, comme on en a dit, il arrive à vivre, à survivre sans ce pouvoir. Mais il doit avoir l'accord de l'Europe, notamment peut-être des États-Unis et de la Russie. Donc c'est la seule chose qui peut éviter ou qui va rendre un coup d'État difficile. Il faut que cette personne... Le pouvoir algérien actuellement, il ne veut même pas se légitimer à l'intérieur. Il cherche de la légitimité de l'extérieur. Hein? D'ailleurs, l'article que l'armée algérienne... Ce que vous dites est tellement vrai, mais tellement grave, que je ne peux pas m'empêcher de vous relancer sur ça. Le régime n'a pas besoin de légitimité à l'intérieur, il ne recherche que l'appui, la protection de l'extérieur. C'est grave, hein, c'est une gravité extrême. Mais c'est tellement vrai, hein. Mais j'aimerais que vous entendre développer un peu plus. Justement, vous avez bien vu, il s'est tant fiché que le peuple algérien n'a pas été aux élections le 12-12. Ça lui était égal de faire une constitution que personne n'a prise en considération. Cette constitution est passée avec 15% de oui, hein, et ils l'ont fait passer. Vous avez parlé depuis le début de l'émission d'une absence totale. Donc, ça, vraiment, ce clan qui est au pouvoir, ça les intéresse même pas, ce que pensent les Algériens. Bien sûr, la pandémie les arrange, sinon ça aurait été un autre problème dans la rue et le Hirak qui est encore là j'en suis convaincu. Mais donc, en ce moment exactement historique, à un président absent et tout ça, c'est l'apport de l'extérieur, c'est la légitimité vers l'extérieur qui est plus importante. Et restez avec nous, Rachid Ouaissa. Hassan Hirsch, ce qu'il dit est terrible. C'est vrai, hein. Monsieur Macron, qui est très bien informé, il ne peut pas nous dire qu'il ne l'est pas, hein, qui sait que le 12-12, les élections présidentielles, ça a été le plus grand boycott électoral du pays, de l'histoire du pays. Qui sait que le 1-11, le 1er novembre, le référendum sur la Constitution a été encore, le boycott a été plus important que celui du 12-12. Il sait que c'est la junte qui règne, que c'est la junte qui a mis Tebboune. Et il dit, je le salue, je le soutiens, au point où Zoubida Assouli lui a dit que vous le soutenez contre qui. Et il dit, c'est un homme courageux, c'est courageux d'être le président fantoche d'une junte militaire. Non, c'est une excellente question. Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être développé, à savoir que le régime algérien ne cherche d'ailleurs même pas une légitimité extérieure, cherche plutôt c'est incroyable, c'est tellement vrai. Hein. Il cherche un soutien. Soutien à l'extérieur. Dès lors qu'il a le soutien de la France, des Américains, des Russes, ça lui suffit éventuellement un pays arabe, l'Égypte ou l'Arabie Saoudite. Ou les Émirats dont on va parler. Ou les Émirats à un moment, etc. Donc dès lors qu'il y a un quarteron comme ça de pays
qui ferment les yeux, parce que ce que vous dites est tellement terrifiant. Regardons comment était la réaction d'Emmanuel Macron face à Loukachenko en Biélorussie. Il a carrément dit il doit partir. Emmanuel Macron a dit vraiment comme ça, et entre guillemets, ce qu'il dit. C'est pas, il aurait dit ça. Macron a dit Loukachenko doit partir. Et il a dit la même chose à propos de, comment il s'appelle, Alpha Condé, qui a changé la constitution pour se faire réélire une troisième fois. En Guinée, il lui a dit qu'il ne fallait pas faire ça, qu'il doit laisser la place. Donc comment ? Il s'est passé exactement la même chose en Guinée, la même chose en Biélorussie. Et il a effectivement pas été tendre, il a été dur avec ces deux présidents-là. Et concernant Tebboune, la même situation politique, et au contraire, il soutient. Donc il y a il le trouve courageux. Donc il y a anguille sous roche. Ce n'est pas possible, il y a quelque chose. Et comment l'ambassadeur, d'ailleurs nous allons écouter un peu l'ambassadeur, je me permets de vous interrompre. Oui. L'ambassadeur dit, vous l'avez mal compris. Comment peut-on mal comprendre? Mais nous allons d'abord écouter M. Macron sur une chose, le temps qu'il prépare la vidéo, là où il nous dit que M. Tebboune n'a jamais demandé la restitution des biens volés. Hein. Oui. Nous allons écouter. C'est fort de café. C'est quelque chose d'énormissime. L'ambassadeur a accordé une interview à Radio M. Et donc l'ambassadeur, en plus de dire « vous avez mal compris », il a surtout dit quelque chose de terrible. Monsieur Tebboune, qui avait fait de ce point, soi-disant, un point important de sa campagne électorale, il avait dit « je vais tout faire pour que l'argent qui a été volé aux Algériens et installé dans les banques étrangères soit restitué aux Algériens ». Et monsieur l'ambassadeur, vous allez écouter ce qu'il va nous dire. C'est terrible. Il a été même loin, Tebboune. Oui. Lorsque le journaliste lui a dit, mais c'est combien 10 milliards 20 milliards. Il a dit, 20 milliards, c'est beaucoup plus que 20 milliards. Ouais. Il a dit même, je vais financer mon programme électoral avec ça. Ça veut dire que c'est au moins 100 milliards de dollars. Tout à fait, absolument. Alors nous allons écouter monsieur l'ambassadeur de France. Je crois que la façon dont s'est exprimé le président français à propos de l'Algérie n'a pas été vraiment bien comprise. En tout cas, la perception que nous avons observée ici de ses propos ne correspond pas vraiment à ce qu'il a voulu dire. Je crois que c'est ce qu'il avait à l'esprit en saluant effectivement son homologue algérien qui se trouve être aujourd'hui hospitalisé. Et donc, moi, ça ne m'a pas surpris personnellement qu'il ait cette attention et cette pensée pour lui. Et voilà. Enfin, on est au-delà de l'attention et de la pensée, François Gouillet, de rapatrier en gros l'argent mal acquis de la fameuse Essaba, dont une partie existe en biens actifs, en actifs notamment de l'actif immobilier en France. Est-ce que lorsque on parle d'aider Tebboune dans la transition, est-ce qu'on pense aussi à l'aider à restituer à l'Algérie ce trésor de mécanisme? Il y a beaucoup de chantiers bilatéraux. Nous avons eu de visites importantes. Sur celui-là en particulier, parce qu'il est sensible par rapport à l'opinion algérienne. Moi, écoutez, ce n'est pas depuis que je suis ici, en tout cas, ça fait que 2 mois que je suis là, et ce n'était pas un sujet qui était à l'ordre du jour des entretiens qui ont eu lieu depuis mon arrivée à haut niveau, puisque nous avons eu 2 ministres régaliens d'importance qui sont venus. D'abord, Jean-Yves Le Drian, qui est venu en octobre et qui a donc été reçu par le président et qui a vu son homologue et le Premier ministre. C'était essentiellement une visite centrée sur le Sahel, sur le Mali, sur la lutte contre le terrorisme et un peu sur la Libye, aussi sur les relations bilatérales, mais on n'est pas entré dans ces détails-là. Et puis la visite de Gérald Darmanin également par la suite, qui était surtout consacré à un certain nombre de sujets d'intérêt commun comme la lutte contre l'immigration irrégulière, la lutte antiterroriste, etc. Bon, tout ça est connu et c'est pas dans ce cadre-là qu'a pu être évoqué le sujet dont vous parlez. Mais il n'y a pas de tabou entre la France et l'Algérie, il n'y a pas de sujet tabou. Nous, on considère que votre pays a un fort potentiel et on souhaite y être présent à travers nos entreprises, à travers notre coopération. On a un dialogue politique avec l'Algérie, on souhaite le renforcer. On est prêt. Alors, il a assisté à tous les entretiens.
À aucun moment, M. Tebboune n'a parlé de restitution. Nous Il allons a dit devoir même- aller très vite. Hein. Il a dit même quelque chose de très grave. Oui, Je l'ai noté. Il a dit ça, ce n'est qu'un détail. oui. Ce n'est que C'est-à-dire que les milliards qui ont été volés à qui ont l'Algérie, été volés aux blanchis Algériens. en France Voilà. ou Tu vois, installés en France. pour investis. l'ambassadeur, donc le porte-parole de la France, pour lui, c'est un détail. C'est un détail. C'est extrêmement grave. Et je crois que Karim Tabou a bien fait de lever le lièvre en faisant sa lettre justement ouverte. Alors, à je Macron et de m'excuse de vous soulever- interrompre. Oui. Il ne reste plus de temps. Nous allons faire un dernier tour de micro sur cette histoire d'Émirat qui a décidé de geler l'octroi des visas aux Algériens, entre autres pays musulmans. Et d'habitude, l'État algérien, appelons-le comme ça, il a pris l'habitude de dégainer plus vite que son nombre, ce qu'on appelle le principe de réciprocité. Dans l'heure qui suit, généralement, il décide de prendre la décision idoine, ça veut dire geler aussi. Or, cette fois-ci, jusqu'à maintenant, plusieurs heures après, plus de 24 heures après, il n'y a aucune décision. Pourquoi, à votre avis ? Parce que tout simplement, le régime algérien, tout le monde le sait, est dans une phase très très faible. C'est la pire des périodes par laquelle il passe le régime algérien. Il est très isolé politiquement. Si on parle des Émirats arabes unis, enfin, ce petit pays qui normalement ne doit pas faire le poids avec l'Algérie, mais on le sait très bien de par son implantation et son rôle géostratégique, c'est un sous-traitant des grandes puissances. Il a mis un coup à l'Algérie quand il a implanté son ambassade au Sahara occidental. Donc il a commencé depuis un certain moment de changer de façon de se comporter avec l'Algérie. Pourtant, il était très ami avec Gaïd Salah. Mais bien sûr, parce on que- dit que ces banques abritent Justement, des il est milliards toujours de dollars de généraux Même les algériens. achats d'armement. Ah, les passaient achats par d'armement qui par ce passaient par pays-là. Dubaï. Et justement, ce changement explique qu'il y a encore un problème à l'intérieur de la pointe noire, c'est que comme la France, les Émirats arabes unis sont en train d'avancer, de se positionner dans ce conflit algérien, on ne sait pas ce qui se passe. Malheureusement, ces pays-là ont plus d'informations que nous, les Algériens, vu la déclaration de Macron ou ces décisions des Émirats arabes unis. Donc il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de l'armée. Il y a une volonté de changement que ces gens-là ne sont pas d'accord. Donc d'où... Très vite, Hassan. Moi, je Pour dirais pouvoir que faire- ce sont les véritables chefs. Hein. Les Émirats. Les Émirats, l'Arabie Saoudite. Et je rappelle que etc. les Émirats sont l'ennemi juré du Hirak. Oui, tout à fait. Oui. Les Émirats sont l'ennemi Oui, juré oui, du non, mais Hirak. de hein. toutes les Plus révolutions, que le tout le printemps, monde. hein. le printemps De toutes arabe. les révolutions. Oui, 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 Oui. les Toutes les Émirats, révolutions l'Arabie des Saoudite, peuples. ils ne veulent pas d'un changement en Algérie. Ça, c'est absolument clair. Oui. Donc, bon, c'est pas nouveau. Maintenant, comment ça se fait que l'Algérie ne réagisse pas? Bon, il y a effectivement le fait que l'Algérie ne représente plus rien sur l'échiquier international. Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de légitimité nationale et qu'il n'y a même pas, je dirais à notre ami ou à Aïssa, il n'y a même pas de légitimité internationale. Il y a des soutiens et ces soutiens peuvent changer et peuvent être sporadiques. Et donc, les Émirats ont décidé d'enlever leur soutien. Alors, Saïd Salhi, sur cette histoire de principe de réciprocité qui, pour la première fois, n'a pas été appliqué aux Émirats, qui, rappelons-le, d'habitude, envoient leur prince décimer notre capitale synergétique. C'est connu, hein, ils ont décimé le gibier algérien qui est protégé de façon mondiale. Ils viennent ici tirer, ils sont protégés par des escadrons de gendarmerie, pour vous dire. Hein. Et là, ils viennent de décider de ne plus octroyer de visa aux Algériens et aucune réaction du régime algérien. Saïd Salhi, nous l'avons perdu. Alors, même question à Rachid ou Aïssa. Merci. Alors, juste deux idées. Mais très vite, s'il vous plaît, parce que oui, nous arrivons à la fin. Alors, pour moi, c'est le dernier pilier
de la politique algérienne qui vient d'être cassée. C'est-à-dire, s'il y a vraiment quelque chose de continuel depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui, c'est la politique extérieure, il y a une certaine cohérence, il y a toujours de certains principes. Aujourd'hui, effectivement, si même dans ce dernier domaine de la politique, le pays ne réagit pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose vraiment qui ne va pas, il y a une absence totale de l'État algérien et c'est très grave. Deuxième petite idée, c'est que ce que vient de faire l'Imara, c'est un processus de reconfiguration géopolitique régionale qui est entamé depuis 2011 avec leur positionnement par rapport aux frères musulmans. Et en fait, l'Algérie n'est qu'une balle entre l'échiquier politique, géopolitique de Erdogan, de la Turquie et des pays du Golfe. Et voilà, donc on est entre deux et avec un État qui n'existe pas. Donc c'est très malheureux. Voilà. Merci. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Alors, Hassan Hairiche, pour conclure. Pour conclure, c'est que l'Algérie est en perdition. Vous savez, quand une armée dirige un pays, quel qu'il soit, à partir du moment où le peuple de ce pays-là ne marche pas dans la combine, il y a qu'une rupture entre ses dirigeants et le peuple, eh ben, il subit le sort qu'ont subi des pays comme l'Irak, la Syrie, le Venezuela, etc. Donc le danger, c'est qu'effectivement, il se passe des choses qu'on ne sait pas. Apparemment, M. Macron le sait. Donc il y a une transition qui est en train de se préparer à l'insu des Algériens. Mais peut-être que c'est dans cette configuration-là qu'il y a ce problème diplomatique entre les Émirats et l'Algérie, parce qu'on sait très bien que les clans de l'armée algérienne et des services de sécurité algériens, ils fonctionnent en fonction des grandes puissances. Il y a un clan pro-turc, un clan pro-saoudien, pro-français, pro-américain, pro-russe. Et donc, c'est cette guerre à l'intérieur et qui, dans la configuration actuelle, les problèmes que Macron a avec Erdogan, ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, on ne sait pas encore trop ce qui fait que ça se répercute sur un pays qui n'a aucune assise politique, aucune assise populaire. Mohamed Ben Aissa. Moi, je disais que l'Algérie est en danger, mais je reste optimiste. Pourquoi? Parce que la composante la plus importante dans un État, c'est le peuple. Ce peuple a montré qu'il est à la hauteur, qu'il a montré qu'il a très clairement qu'il n'accepte plus de manœuvres sans lui, aucun plan d'action, aucune feuille de route sans lui. Donc le message qu'on souhaiterait passer à ces généraux qui détiennent encore le pays, que vous ne pouvez plus faire sans ce peuple. Vous avez encore une chance avant l'effondrement total de l'Algérie, ce qu'on ne souhaite pas. Donc rien ne doit se faire actuellement sans le peuple algérien. Donc on a encore le temps devant nous. L'année 2021, 2020, 2021 vont être des pires années par lesquelles l'Algérie va passer. Donc profitons de ce moment-là avant vraiment le déluge et la catastrophe. À Dieu ne plaise. Merci Mohamed Ben Aissa, merci Hassan Hairiche, merci Saïd Salhi, merci Rachid Ouaissa. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. J'aimerais reprendre ce que vient de dire Mohamed Ben Aissa qui s'adresse aux généraux. Et je fais comme lui et je demande à ces généraux, plutôt je leur dis, ce que vient de leur dire Mohamed Ben Aissa, vous ne pouvez rien faire sans le peuple. Merci. Qawala khair. Slama.